Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 15 du podcast d'Incubox. Aujourd'hui, ce podcast est filmé. On va innover un petit peu sur la chaîne Incubox puisque ce podcast sera donc filmé et diffusé également sur la chaîne YouTube. Ce sera d'ailleurs la première vidéo de la chaîne YouTube, enfin, puisque beaucoup de gens nous ont dit mais c'est dommage, pourquoi vous n'avez pas de chaîne YouTube, etc. Bon, on n'a jamais eu le temps de le faire. On s'y met aujourd'hui avec ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Xavier Loup, qui me fait le plaisir d'ailleurs de me recevoir chez lui. Certains vont peut-être reconnaître un peu le décor en arrière-plan, on voit parfois dans tes vidéos, puisque tu as également une chaîne YouTube et tu es assez actif. Alors, Xavier Loup, bonjour déjà. Salut, et puis, je t'en prie, écoute, c'est un grand plaisir, d'autant qu'on habite tous les deux pas très loin, donc c'est vrai que ça facilite aussi le fait de pouvoir faire ce podcast ensemble au même endroit. Est-ce que tu peux déjà finalement te présenter pour les gens qui éventuellement nous écouteraient ou te verraient sur la chaîne et ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Je m'appelle Xavier Loup, j'ai 30 ans. J'habite exactement à 1,8 km de chez toi. C'est très précis. Dans une ville à côté de Lille, dans le nord de la France. Ça fait 2 ans et demi que j'ai lancé la chaîne YouTube éponyme, donc Xavier Loup, qui s'est transformée il y a 6 mois en e-com success. Donc vous pouvez aller voir sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça c'est dit. Et puis je travaille dans le milieu marketing depuis 6 ans. Je pense qu'on va pouvoir en parler un peu plus longtemps après au niveau du parcours, mais ça fait 6 ans, j'ai travaillé pour des grosses boîtes comme Airbnb ou Criteo, avant de lancer ma propre entreprise et puis de lancer ma chaîne YouTube il y a 2 ans et demi. Tu avais fait d'ailleurs une pause en fait, tu avais déjà ta chaîne YouTube par le passé, c'est ça, ouais. Tu avais fait une petite pause et puis tu es revenu de manière... J'ai fait une pause de 1 an effectivement, j'en avais besoin et j'avais besoin de faire autre chose en fait pendant le Covid. J'ai acheté une maison, celle dans laquelle on est. Tu as fait les travaux toi-même. J'ai fait les travaux, ouais. Et j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, le avant et le après. J'ai acheté une ruine et puis j'avais envie de faire quelque chose avec mes mains qui soit un peu plus... pas forcément valorisant, mais qui soit différent d'être toujours derrière un écran. Et c'était fun. D'ailleurs, tu as une vidéo sur ton profil Instagram, je crois, une vidéo avant-après qui est intéressante. Ouais. Pour les gens qui s'intéressent à l'immobilier, c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi un peu le principe. Puisque la maison dans laquelle on est, on ne peut pas dire que c'est une ruine quand tu l'as achetée, mais elle était quand même dans un état. Elle était en ruine. Elle était vraiment. Il a fallu tout refaire. Il y avait une tranchée au milieu du salon, il a fallu faire beaucoup de choses. D'accord. Ce sera d'ailleurs une belle opération. Si tu vends cette maison, normalement, tu vas pouvoir sortir une plus-value plutôt intéressante. Alors en fait, moi j'avais envie de te recevoir, puisque déjà on se connaît un petit peu, on a sympathisé, ça fait quoi, quelques mois déjà en fait. Tu m'avais contacté pour faire une vidéo justement sur ta propre chaîne. C'était pendant Q4 l'année dernière, je pense. Ouais, c'était l'automne l'année passée. Et je trouvais intéressant de pouvoir aussi te recevoir sur ce podcast pour parler un peu de ton parcours d'entrepreneur finalement, même en dehors du commerce, on va y revenir après, mais c'est vrai que tu as un parcours de vie, je dirais, qui est assez intéressant et qui t'a amené à ce que tu es aujourd'hui, je dirais. Tu as un profil plutôt autodidacte, en vérité. Donc je ne sais pas si tu peux un petit peu nous en parler, notamment tes voyages, puisque monsieur a fait quasiment le tour du monde à vélo, quand même. C'est quand même tout seul, alors ça c'est quand même un truc assez impressionnant. Et je pense que ça forge aussi un caractère, un besoin d'indépendance qui te mène justement dans ce parcours d'entrepreneur dans lequel tu es aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Je pense avoir une vie plutôt atypique, voire même être en mesure de dire que j'ai eu plusieurs vies, même si j'ai 30 ans. J'ai arrêté l'école quand j'avais 16 ans, et pas dans le but de rien faire, de fumer des joints avec mes copains ou quoi que ce soit. C'était vraiment, j'avais envie de voyager depuis toujours. Faut savoir que je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon grand-père était chef d'entreprise, il n'a pas fait d'études, il était moine pendant 10 ans. Il était moine catholique pendant 10 ans. Okay. Et son parcours m'a toujours énormément inspiré parce qu'au bout de 10 ans, il s'est rendu compte que finalement il n'était pas fait pour cette vie-là. Et il a quitté les ordres, il a créé une entreprise, il l'a rencontrée et il a épousé ma grand-mère. Ils ont eu 4 enfants et il a créé une entreprise pendant les 30 Glorieuses. C'était un contexte bien différent d'aujourd'hui. Il a créé la 4e plus grosse imprimerie de France à l'époque. D'accord. Ça j'ignorais tout de même pas. Sans avoir fait d'études. Et il a juste eu les balls de se lancer alors qu'il avait mon âge. Au final, il avait 30 ans quand il a quitté les ordres quasiment. Et mon père était chef d'entreprise, ma mère ils sont toujours de grands entrepreneurs, elle a fait beaucoup d'immobilier, elle m'a beaucoup conseillé d'ailleurs pour cette maison. Et du coup le fait, je pense, de provenir d'une lignée d'entrepreneurs, forcément ça a un impact, ça aide, ça inspire.
Et du coup, quand j'ai quitté l'école à 16 ans, le but c'était de voyager parce que j'ai toujours été fasciné par les langues, l'histoire, les civilisations. Puis après ça, le marketing et l'e-commerce, mais on y reviendra. Et à 16 ans, j'ai dit à mes parents que j'arrêtais l'école, non pas dans un but de rien faire, mais parce que je voulais partir voyager. Et à l'époque, je lisais beaucoup de livres, beaucoup moins maintenant, mais beaucoup de livres en tout cas sur le voyage. J'ai récupéré un vieux vélo à mon père et puis je suis parti jusqu'en Suède à vélo. Avec ce vieux vélo. Avec ce vieux vélo, ouais. Et à l'époque, sans téléphone, sans argent quasiment, j'étais un peu hippie. J'avais pas de carte, j'avais pas de boussole. Je me suis dit, je vais partir en suivant le soleil comme j'ai appris au scout. Et il a plu pendant 10 jours. Du coup, il a fallu que je me démerde. Tu t'es paumé du coup? Je me suis pas paumé. L'avantage, c'est qu'on est en Europe de l'Ouest et que c'est quand même assez bien indiqué avec les panneaux. Ouais. Et puis, je suivais avec la mousse des arbres le nord. D'accord. Ça m'a permis d'arriver de Lille jusqu'en Suède en une dizaine de jours. Pour voir déjà un petit peu, simplement pour que vous compreniez bien effectivement à qui on a affaire, c'est vraiment, je trouve super intéressant cette interview que vous faites aujourd'hui, parce que rien que cette petite anecdote-là montre bien finalement le chemin, enfin maintenant, moi qui connais beaucoup mieux maintenant, je comprends déjà beaucoup plus de choses, tu vois. Ouais. Rien qu'avec cette anecdote de la mousse sur les arbres que tu as suivi. Ouais. Bon alors le deuxième voyage, j'ai acheté une boussole et des cartes quand même, parce que c'était quand même équipé. Le deuxième voyage, en fait, je suis rentré pour passer mon bac, que j'ai eu en candidat libre. Ouais. J'ai eu les rattrapages, mais je l'ai eu. En soi, j'ai la fierté de pouvoir dire que j'ai juste acheté les bouquins, j'ai étudié comme un forcené, et puis c'est passé. Donc tant mieux. Et puis après, j'ai pas voulu aller à la fac parce que l'école c'était pas vraiment fait pour moi. Mais j'avais quand même envie d'avoir un diplôme universitaire. J'ai 4 frères et sœurs, ils sont tous ingénieurs. Et du coup, j'avais quand même une pression sociale que je me suis imposée à moi-même plus que mes parents me l'ont imposée. Et je me suis dit, je vais au moins essayer d'avoir un master. Et du coup, j'ai fait ma licence et mon master en cours à distance. Donc concrètement, je partais voyager avec mon petit vélo. Je suis allé jusqu'en Iran. Au total, j'ai fait une 30aine de pays à vélo. Tous les 6 mois, en fait, je rentrais en avion à Lille. Je m'enfermais pendant une semaine. J'étudiais à fond mes partiels. J'allais aux examens sans avoir vraiment dormi. J'ai une bonne faculté à intégrer de l'information, j'ai une mémoire vive à court terme qui fonctionne bien, donc je peux lire un livre et te le réciter quasi par cœur. Par contre, tu me le demandes dans un mois, j'aurais tout oublié. Donc ça m'a permis de valider tous mes examens et du coup j'ai écrit mes 2 mémoires sur la route. On dirait une chanson, non? C'est un peu ça, il manque un guitare. Ouais. C'est ça. Et puis... Tu veux dire que tu étais dans ta tente, tu avais une tente, comment tu dormais chez l'habitant aussi, c'est ça, tu m'avais dit? Je dormais chez l'habitant, j'avais une tente, j'utilisais beaucoup Couchsurfing à l'époque, il n'y avait pas encore Airbnb. C'était en gros, Couchsurfing c'est l'ancêtre d'Airbnb mais en gratuit et vraiment axé pour les voyageurs un peu route. Et puis je dormais dans la forêt, je dormais chez les gens. Mon but c'était vraiment de voyager à la route, seul. Le fait d'être seul c'était pour rencontrer plus de gens, parce que forcément si on part à 2 demain à vélo, Romain, on va passer beaucoup de temps ensemble et on va moins chercher, on va moins avoir besoin de rencontrer des gens. À l'inverse, quand tu pars seul, tu fais beaucoup de rencontres et c'était mon but et je l'ai fait pendant 7 ans. T'as fait 7 ans en tout d'aventure comme ça de voyage, ouais. T'as fait l'Amérique du Sud, beaucoup de pays. J'ai fait tous les continents. Ouais. Et au total, j'en suis aujourd'hui à près de 80 pays. Et tu penses encore continuer ça de temps en temps ou tu t'es dit non, c'est fini, j'ai fait le tour? Je range le vélo et puis c'est bon. C'est une bonne question. Il y a 3 ans, je suis rentré en France après 10 ans du coup d'expatriation, 7 ans à voyager et 3 ans à vivre dans différents pays, à travailler. On reviendra là-dessus, je pense après. Ouais. Mais j'ai eu un peu une sorte de burn-out du voyage où, alors c'est très noble comme intention et je regrette absolument pas d'avoir fait tout ça, mais au bout d'un moment, c'est très fatigant de constamment recréer des liens sociaux avec des gens quand on arrive dans certains endroits. C'est fatigant aussi de ne pas avoir de racines quelque part. En tout cas, moi je me sentais vraiment déraciné. Et je me suis dit à un moment, ok, j'en ai assez, il faut que je rentre. Et j'ai acheté une maison à 600 mètres de là où je suis né. Et ça fait 3 ans que je suis là. Et je dis pas qu'à l'avenir je partirai plus voyager. Mais en tout cas, j'ai vraiment eu besoin de te poser un moment. Ouais. Et ça tombait vraiment bien. J'ai eu de la chance, contrairement à beaucoup d'autres, c'est qu'au moment où je suis rentré, il y a eu le Covid. Et moi, je voulais m'installer. Donc, t'étais bien finalement, confiné, ça t'allait bien à ce moment-là. J'ai pu faire mes travaux, j'ai pu lancer ma chaîne YouTube, j'ai pu faire plein de choses. Ouais. Et je me dis, si quand j'avais 16 ans,
il y avait eu le Covid, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Donc j'ai eu cette chance. Ouais. Et, d'avoir cette fenêtre-là, Ouais. entre tes 16 ans et aujourd'hui, le début du Covid, pour pouvoir accomplir tout ce que tu avais envie d'accomplir sur la route, quoi, finalement. Complètement. Et si je peux juste conclure du coup ce chapitre par rapport au voyage, ça a eu un impact énorme sur ma vie, sur ma façon de voir les choses, sur ma maturité, parce qu'à 16 ans on n'est pas forcément très mature, on ne sait pas ce qu'on veut. Mais le fait de partir voyager, ça ouvre énormément l'esprit et ça te permet de te rendre compte. Je m'adresse éventuellement à des jeunes qui pourraient nous écouter. Des jeunes, putain, j'ai 30 ans, mais je commence déjà à parler comme des vieux. Faites-le tant que vous pouvez, tant que vous n'avez pas de responsabilité, tant que vous avez la volonté d'aller découvrir des choses et de vous rendre compte par vous-même, faites-le. Et écoutez pas toujours vos parents ou vos profs. Si j'avais dû écouter mes parents et mes profs, j'aurais fait une école d'ingénieur ou de commerce comme font toutes les personnes sensées, en tout cas, entre guillemets. En tout cas, ce que la société essaie de nous imposer comme modèle de pensée. Et je ne serais pas du tout heureux, je pense, et je ne serais pas du tout là où j'en suis aujourd'hui avec toutes les expériences personnelles et professionnelles à 30 ans qui me permettent de dire que je pense avoir plutôt bien réussi ma vie jusqu'ici. Voilà. Ce qui fait que tu étais l'entrepreneur de ta propre vie dès le départ, même si on ne parle pas forcément d'un point de vue professionnel, mais c'est déjà ça, c'est-à-dire que tu te prenais en main toi, tu n'attendais rien de personne. Je dis toujours que j'ai hacké ma vie en fait. Ouais. Hacké dans le sens hacking. Ouais. Dans le sens où à 16 ans je suis parti et en fait j'ai gagné 7 ans de ma vie en n'allant pas à l'école en seconde, en première, en terminale, en n'allant pas à la fac pendant la licence et pendant le master. Parce que j'ai le diplôme, je peux me targuer de dire que voilà j'ai le diplôme, mais pendant ces 7 années, j'étais pas sur un banc à l'école, j'ai fait 80 pays à la place. Et comment est-ce qu'on arrive à décider, ses parents, de nous laisser partir à 16 ans ? Ça a dû être quand même compliqué malgré tout, même si tes parents étaient déjà sur un schéma d'entrepreneur, etc. Donc j'imagine déjà avec un esprit un peu plus aventureux, tu vois, dans la vie. C'était pas un couple de fonctionnaires qui travaillait à la poste, mais malgré tout, comment on fait à 16 ans ? Enfin, moi je suis plus âgé que toi, tu le sais, mais j'ai un gamin qui vient d'avoir 15 ans. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si dans un an il prenait son vélo et voilà, je sais pas s'il nous écoute, mais dans un an il prendrait son vélo et il partirait sur les routes. Honnêtement, je suis pas certain de le laisser partir. Je comprends. Ça a été de longues et douloureuses discussions, je t'avoue. Mon père était pas du tout enclin à me laisser partir, mais je lui ai pas vraiment laissé le choix. Je pense avoir été indépendant et peut-être plus mature aussi par rapport aux autres personnes dans ma classe à l'époque. Ouais. Et je leur ai fait comprendre en fait, en essayant de les rassurer, mais en étant ferme sur mes positions, que voilà, j'arrête l'école, mais j'ai quand même la démarche de passer mon bac. Et au début c'était très tendu, et puis le jour où j'ai eu mon bac, mon père m'a fait un gros câlin et puis il m'a dit en vrai j'ai jamais trop douté, mais petit con quoi. Excellent. Et du coup alors, parce que maintenant c'est une très belle anecdote, mais c'est vrai qu'on va recentrer un petit peu ce podcast sur la partie qui nous concerne évidemment nous chez Incubox, c'est-à-dire la partie e-commerce et entrepreneuriat. Donc déjà tu as eu cette chance finalement, quand on t'écoute, tu viens d'une famille d'entrepreneurs, donc tu n'as pas eu, j'imagine, à te battre comme beaucoup d'entrepreneurs peut-être qui nous regardent et qui nous écoutent, qui eux ont eu des parents qui étaient salariés et qui voyaient forcément peut-être d'un mauvais œil le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, de pas forcément chercher un travail, c'est plus risqué, etc. Donc déjà toi tu avais peut-être déjà entre guillemets cette chance de pas forcément avoir à décider tes parents ou comment est-ce qu'ils ont comment est-ce qu'ils prennent, je dirais même, le sens de ta vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils s'inquiètent, est-ce qu'ils sont contents de ce que tu fais en ce moment, de là où tu vas, ou alors est-ce que quelque part ils se disent il est adulte, il est grand, il fait ce qu'il veut. Je sais pas comment se passe les repas de famille, alors, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que je dis parce que, non pas pour me jeter des fleurs, non mais c'est intéressant parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, c'est que même quand, comme moi, on a plus de 40 ans, on reste toujours finalement les enfants de ses parents. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, j'ai l'impression qu'on doit parfois se justifier 2 fois plus. Quand tu es salarié, voilà, tu as 30 ans, 35 ans, même 25 ans, tu es salarié quelque part. Lors du repas du dimanche, quand on mange le gigot, est-ce que ça va, le boulot se passe bien? Oui, ça se passe bien, super, très bien. C'est tout, avec tes collègues, ça se passe bien. Mais quand tu es entrepreneur, tu as toujours une suspicion, tu vois, genre, mais est-ce que ça va aller, t'es sûr, comment ça se passe? Sauf évidemment si tu débarques en Lamborghini et que tu es là, quelque part, tu montres de manière factuelle quelque part que tu as réussi ta vie.
Comment ça se passe pour toi par rapport à ton statut d'entrepreneur? Ça se passe bien. En fait, ça se passe mieux comme je leur en ai un peu fait voir de toutes les couleurs. Ouais. Dans le sens où je suis parti très tôt et je leur ai pas laissé le choix. Aujourd'hui, le fait de leur prouver que j'ai une stabilité en ayant pu acheter ma maison, ma voiture, en ayant un chien, une relation stable et un business qui tourne, bah en fait, pour eux, ils se disent c'est bon, on a fait ce qu'il fallait. Tu t'es posé finalement par rapport à ta vie d'avant. C'est ça. Là où il y a encore 5 ans, j'étais au beau milieu de l'Irak à faire de l'humanitaire et mon père qui m'appelait en stress tous les jours. Donc forcément, c'est sûr que ouais. Ils sont beaucoup moins inquiets. Et puis, comme je l'ai dit, on est 5 enfants chez nous. Et il y en a plus que 2 qui habitons en France, métropolitaine du moins. Et on a tous un peu un profil d'entrepreneur. J'ai un frère qui s'est installé au Québec, donc il faut quand même aussi avoir la démarche de fond, de se dire je déménage complètement de vie. J'ai un frère qui est entrepreneur, un deuxième avec qui j'ai créé ma boîte, puis j'ai revendu mes parts et puis lui travaille toujours dedans. J'ai une sœur qui était issue du monde de la banque, qui a créé sa boîte aussi dans la foulée. Donc les repas de famille, en fait, ouais, on vient tous du même milieu dans le sens où on est tous entrepreneurs, donc du coup c'est beaucoup plus simple. Et c'est vachement enrichissant de pouvoir en discuter tous ensemble, de fait. Oui, bien sûr. J'imagine même que les expériences des uns des autres permettent aussi de pouvoir alimenter des décisions peut-être qu'on peut avoir sur ses propres business. Ouais, ça c'est clair. Déjà, on est très proches tous, donc c'est chouette. Ouais. Et puis on est tous forts dans certains domaines. Et ça nous arrive de bosser ensemble sur certaines choses. Ma sœur, elle s'est mise à fond dans Shopify ces dernières 2 années. Et du coup, moi qui travaille avec Shopify tous les jours, qui ai développé un thème, forcément, on est amené à discuter et parfois à travailler ensemble ou à s'envoyer des contacts. Ouais, un sujet de discussion évident. Alors du coup, parlons un peu e-commerce maintenant. Ouais, carrément. Qu'est-ce qui t'a amené finalement, parce que l'entrepreneur c'est au sens large, mais qu'est-ce qui t'a amené plus précisément vers le e-commerce jusqu'à avoir développé finalement aujourd'hui un business autour de ça? Alors explique-moi un petit peu comment tu y es venu, pourquoi tu t'y es intéressé, quelles sont tes premières réussites, tes premiers échecs, j'en sais rien, sur cette partie e-com. Alors c'est une excellente question. Je peux répondre à une autre question sous-jacente d'abord ? Bien sûr, vas-y, fais-toi plaisir. Comment je suis arrivé dans le e-commerce? Parce qu'à la base, j'ai dit que je fais un master, mais j'ai fait un master de géopolitique. Je suis spécialisé sur l'Irak et la Syrie, sur les minorités religieuses et culturelles et ethniques du Moyen-Orient. C'est assez précis, effectivement. Donc, ça n'a strictement rien à voir avec le e-commerce, et pourtant, ça s'est fait assez naturellement. L'un des premiers boulots que j'ai accepté, j'habitais à Berlin. Je suis resté pendant quelques mois là-bas parce que j'aimais bien la ville. Et j'ai travaillé pour une boîte qui s'appelait Ecomi, qui s'appelle toujours Ecomi, qui est grosso modo l'ancêtre de Trustpilot ou Avis Vérifié. Donc c'était il y a une petite dizaine d'années. Et c'était déjà du coup un contact avec le monde du e-commerce. Premier contact. C'est le seul taf qui m'a accepté à l'époque, j'ai postulé partout et puis ils m'ont dit ok. Et après j'ai bossé chez Airbnb. Pareil, j'ai déménagé en Irlande. J'ai postulé à plein de taf et puis Airbnb m'a pris. Je pense que le côté voyage leur a plu aussi dans le principe de candidature, oui. Dans la candidature, tout à fait. Donc là aussi, e-commerce au final, marketplace. Gros contact avec le commerce, le fait de vendre, d'avoir une réponse à une offre et à une demande. Ça, c'était super intéressant chez Airbnb. Ensuite, j'ai bougé en Espagne et j'ai travaillé chez Criteo. Alors là, c'était le nec plus ultra parce que Criteo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise française, c'est une licorne. C'est une boîte qui est valorisée en milliards au Nasdaq, aux US. Et eux, ils sont spécialistes, ils sont même leaders mondiaux en retargeting publicitaire. Donc on parle toujours de Facebook Ads, de Google Ads, du retargeting avec Google, bien sûr. Et Criteo, ils ont une force de frappe qui est 3 fois supérieure à celle de Google. On a tendance à sous-estimer d'ailleurs. Et en e-commerce, c'est vraiment des monstres. C'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça. Enfin, moi, je connais assez peu de formateurs. En B2B, c'est connu, mais c'est ça. Personne n'en parle quand on regarde les vidéos YouTube, que ce soit moi, toi ou d'autres parmi le monde francophone en tout cas. C'est vrai. Personne n'en parle. Et pourtant, c'est monstrueux. Et c'est là où vraiment je me suis rendu compte qu'il y avait un business énorme en dropshipping. J'avais déjà fait du drop avant avec certains succès, certaines défaites. Mais c'est là où j'ai vraiment été en contact avec des mecs qui faisaient des millions littéralement. Et je gérais leur campagne, j'étais commercial et je gérais leur campagne. Et je voyais les produits qui se vendaient, je voyais les chiffres tous les matins quand j'arrivais au bureau, mais j'avais la trique, c'était un truc de fou. Je me disais, mais c'est incroyable comment ils font. Et je discutais avec eux. Du coup, ça m'a apporté énormément d'informations. Et ça m'a motivé à relancer d'autres boutiques, ce que j'ai fait. C'était quoi ta question déjà de base? Ma question c'est comment tu t'es intéressé au e-commerce? Bon là, je pense que tu viens d'y répondre finalement en voyant
le résultat et le succès d'autres entrepreneurs dans le domaine. Et puis, comment tu as pris le train en marche toi-même, finalement? Ok. Quand j'étais chez Airbnb, simultanément avec mon emploi chez Airbnb, mon manager de l'époque, Maxime, que je salue, m'a parlé d'un de ses potes qui habitait à Bali, qui faisait de l'achat-revente. En bref, il m'a expliqué que c'était le nouvel Eldorado sur lequel tu pouvais faire de la thune sans avoir à gérer trop de logistique. Ouais. Et je me suis du coup dit, tiens, ça a l'air cool. On a regardé ça ensemble de plus près. Et puis, il n'avait pas fallu quelques heures pour que je le convainque de « Viens, on fait un site nous aussi et puis on va casser la baraque ». Ce qu'on a fait. Sauf qu'à l'époque, on était en CDI. Moi, j'avais un autre business dans l'immobilier à l'époque à Dublin, simultanément avec mon CDI. Donc ça me prenait déjà pas mal de temps. Mon manager était sous l'eau parce que il bossait beaucoup avec Airbnb. Et on a lancé quand même une première boutique. C'était en 2016 avec Facebook Ads. La belle époque. Ah oui, complètement. C'était magique. Tu mettais 5 € dans la machine à sous, t'en avais 15 qui tombaient en dessous. C'était vraiment fort. Et la niche était plutôt bonne. Je pense qu'on avait bien sélectionné nos produits. Et c'est là où le SEO a commencé à faire son office. Moi aujourd'hui je suis spécialisé dans le SEO en drop. On va y revenir après sur cette stratégie justement que tu as mis en place. Ok. Et du coup, pour clore ce chapitre, les premières boutiques que j'ai lancées c'était en 2016 à l'époque où ça fonctionnait bien. On a fait plusieurs milliers d'euros en bénéfices et puis après moi j'étais concentré sur d'autres choses, j'ai déménagé plusieurs fois, j'ai laissé un peu tomber le drop. Et puis en retournant chez Criteo, là je me suis dit ok, je vais faire exactement comme les mecs font et ça a marché. Quel est ton plus gros succès finalement, chiffré j'entends, sur une boutique? T'as un souvenir comme ça d'avoir peut-être franchi un plafond de verre auquel que tu n'aurais pas forcément imaginé franchir, tu vois? En ce moment, ouais. En ce moment même. Ouais. En ce moment, pourtant dans une période qui est un peu plus compliquée, en 2016, on est pas en 2016 comme tu disais. Ouais, mais c'est pas les mêmes stratégies aussi. À l'époque c'était Facebook Ads, aujourd'hui moi c'est vraiment SEO. Vraiment axé sur le SEO. Ouais. Et peut-être qu'on y reviendra après, mais je voudrais juste faire une parenthèse là-dessus. Ouais. Faut jamais oublier que l'intentionnalité d'achat, elle est plus importante que tout. Plus importante même que vos produits. Si quelqu'un a envie d'acheter, j'en sais rien, un verre qui fuit, s'il veut un verre qui fuit, donnez-le lui. Et même si vous savez qu'il fuit, on s'en fout. À partir du moment où le client veut le produit, donnez-le lui. Mais je remarque en fait en étant en contact avec beaucoup de personnes qui nous contactent chez Ecom Success, qui ont une idée bien précise de produit qu'ils veulent vendre. Nous avec les outils qu'on a aujourd'hui, qui sont assez poussés, on peut voir l'intentionnalité d'achat et le volume de recherche qu'il y a sur certains mots-clés transactionnels. Et ça vaut pas le coup. Je leur dis cash, ok, tu veux vraiment faire ça? Vas-y. Mais dans 2 mois on en reparle et puis tu me diras oui tu avais raison, ça va marcher. Et ça permet en fait de débunker énormément d'erreurs potentielles en sachant où on va grâce aux méthodes qu'on utilise. On prend 1000 fois moins de risques pour 1000 fois moins d'investissement parce que le SEO c'est gratuit. Ok, donc parlons un petit peu maintenant d'Ecom Success, puisque finalement, quand on a préparé un petit peu cette interview tout à l'heure, je te disais justement, tu es formateur e-commerce aujourd'hui et tu l'as repris en me disant non, j'ai monté une agence, une agence digitale finalement. Donc parle-nous un petit peu d'Ecom Success et qu'est-ce que vous faites concrètement? Ok. En fait, à la base, oui, c'était plus une chaîne YouTube autour du gros hacking quand je l'ai lancé. J'ai toujours été fasciné par les automatisations et le gain de temps. Je pense que mon parcours de vie témoignera en cette faveur. Et puis en faisant une trentaine de vidéos sur le gros hacking, je commençais à avoir un peu de notoriété parmi les gens qui étaient dans cette niche. J'ai eu mes premiers 1000 abonnés en 1 mois de temps, ce qui était plutôt correct. Ce qui est plutôt pas mal, ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'adressais vraiment à un marché de niche. Et surtout que YouTube aimait pas du tout qu'on vienne parler de trucs aussi touchy, on va dire. Donc rapidement, je suis revenu à mes premiers amours, je suis revenu au dropshipping, au e-commerce, et j'ai essayé de faire sur la chaîne YouTube, qui était toujours à mon nom, ça s'appelait Xavier Lou Concrètement Marketing, ça a évolué depuis, en Ecom Success, et ça a évolué dans le sens où, à la base, je faisais juste des tutoriels, je vendais des petits hacks. Ouais. Et puis progressivement, je me suis professionnalisé, j'ai embauché / je me suis associé avec une personne, puis 2, puis 3. Donc aujourd'hui on est 4. Et si je devais répondre rapidement, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'accompagnement plus que de la formation.
On fait ce que ne font pas, je trouve, les autres formateurs. On prend du temps pour expliquer aux gens et pour les empêcher de faire des erreurs. Il y a l'un des plus gros youtubeurs du marché français, qu'on ne va pas citer, mais tout le monde devinera qui c'est, qui lui a une stratégie différente. Il va vendre des formations pour le même prix que ce que moi je propose, mais avec zéro accompagnement. Et je trouve ça assez dommage dans la mesure où, quand moi je me suis lancé, j'avais pas forcément de personnes vers qui me tourner pour poser mes questions, parce qu'on fait tous face à énormément de problématiques quand on se lance dans un projet d'entrepreneuriat ou bien de e-commerce en tout cas. Que ce soit des bugs, le besoin de coder un truc à droite à gauche, faire des erreurs, notamment le choix de la niche ou des produits qu'on va vendre. Toi et moi, on a l'expérience, on sait que certains produits, t'as beau les lancer, ça ne marchera jamais. Il y en a d'autres, on sait qu'ils marcheront toujours. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On propose justement cet accompagnement où on vient orienter un petit peu avec l'expérience qu'on a, ce que les gens devraient faire. Plutôt que de leur dire oui carrément tu vas gagner 10 millions dans la nuit, achète ma formation. Non, c'est pas ça. D'autant que la personne dont tu parles, le formateur dont tu parles, s'adresse aussi principalement aux débutants en réalité. Ouais, et effectivement, il n'y a pas d'accompagnement. En même temps, il en vend tellement que s'il va accompagner tout le monde, il n'a pas fini. 90% des gens qui viennent à moi sont des déçus de ce type de formation. Bien sûr. C'est très généraliste. C'est pas forcément mauvais pour mettre le pied à l'étrier, mais c'est relativement cher et finalement, t'es pas forcément plus avancé. Ouais. Ça pose peut-être même plus de questions que ça n'apporte de réponses en fait. Oui, tout à fait. C'est dommage en fait du coup de ne pas avoir de possibilité de poser des questions alors même que ça ouvre un champ des possibles inimaginables. Et juste pour terminer du coup sur Ecom Success, on a fait du coup une formation, mais sous forme de tutoriel où en gros on est 4 et selon les spécialités de chacun, on filme notre écran et vous pouvez suivre notre souris et faire exactement la même chose pour créer votre propre site, pour utiliser les outils tels qu'on vous les enseigne. Et puis on fait des lives toutes les semaines. Systématiquement toutes les semaines pour les membres du challenge qu'on propose, ça s'appelle le challenge SEO. Les gens peuvent interagir avec nous, poser leurs questions, etc. On fait des appels personnalisés en visio, en one-to-one pour faire un peu un suivi sur leur boutique, pour valider les niches choisies. On a mis en place un Discord sur lequel chacun peut échanger, peut poser des questions. Et l'avantage c'est qu'on est 4 mais on est sur 3 time zones différentes. Ouais. Du coup on peut répondre vraiment à tout moment, à n'importe quelle personne dès qu'elle a une question, on est là pour y répondre. On a fait une grosse FAQ d'ailleurs avec toutes les questions que peuvent se poser des débutants. Et puis pourquoi est-ce que je t'ai dit en te corrigeant gentiment qu'on était plus une agence digitale qu'une chaîne YouTube ou des formateurs ? C'est qu'on propose de plus en plus de services. On a fait par exemple une mutualisation d'outils en SEO ou bien marketing. On paye les licences de notre poche, entre guillemets, et on vient donner la possibilité à des personnes qui n'ont pas forcément un gros budget de base d'utiliser eux aussi ces outils sans avoir à payer une licence pour chacun. D'accord. En gros, oui, ça c'est très intéressant. Ils payent un forfait et puis ils ont accès tous les mois à l'équivalent de 1000 € de licence de produits. D'accord. Donc ça c'est plutôt cool. On fait aussi un service on propose des niches en SEO. On les valide nous tous ensemble, on fait des recherches vraiment poussées. Comme ça c'est un peu voilà. Si tu veux lancer un produit, tiens, utilise cette niche-là, on est sûr et certain que ça va marcher. Fais-toi plaisir. Tu imposes cette niche dans ton accompagnement ou on n'impose pas, non. Tu suggères? On suggère. Okay. Toutes les semaines, il y a 3 nouvelles niches qui sortent. Et puis, on propose aussi des services de backlink. Là, c'est un peu plus technique au niveau du SEO, mais ça permet d'augmenter le référencement des boutiques. On a notre propre thème Shopify, sur lequel on fait des mises à jour quasiment tous les mois. Là, on l'a lancé en novembre. On est début juin et on en est à la 8e mise à jour. D'accord. Donc voilà, c'est tout un panel de services, mais qui en fait correspond à tous les retours que l'on a de la part de nos clients depuis qu'on a lancé Ecom Success. Donc c'est des services finalement qui sont complémentaires à l'offre d'accompagnement en fait de base entre guillemets. Ouais, ça tourne toujours autour du e-com, carrément. Okay. Est-ce que vous avez une promesse de résultat? J'entends parler évidemment, alors ça va dépendre du travail de chacun, de la motivation de chacun, etc. Bien sûr, mais est-ce que quand on rentre chez vous, tu peux déjà nous dire, voilà, tiens, oui, si tu pars sur cette niche, si tu suis les conseils qu'on va te donner, tu peux arriver à tel résultat? Inévitablement. En fait, c'est ça qui est beaucoup moins risqué par rapport à Facebook Ads, c'est que nous, on a les outils qui nous permettent de voir l'intentionnalité d'achat sur certains mots-clés. Demain, tu as envie de lancer une boutique sur les bougies. On va aller analyser en profondeur la concurrence, le positionnement des mots-clés transactionnels sur lesquels tu pourrais te positionner, le volume de recherche sur ces mots-là,
Et puis je vais pouvoir te dire, ok, tu veux vendre des bougies, alors ces mots-clés-là, déjà, le keyword difficulty, la possibilité de te positionner dessus, c'est mort. Parce que tu as des gros concurrents, jamais tu arriveras à passer devant. A l'inverse, ces mots-clés dits de longue traîne, plutôt que de taper bougie jaune, mais si tu tapes un mot-clé du type bougie jaune ou bougie rouge spéciale Noël, c'est un mot-clé sur lequel il y a moins de volume, mais moins de difficulté à te positionner, et ben, mettons qu'il y ait 1000 recherches par mois dessus, et que tu vas réussir à te positionner numéro 1, donc tu vas réussir à choper 30% du trafic en moyenne si tu te positionnes numéro 1 sur Google. Et sur ces 30% de trafic, donc il reste 300 personnes, tu vas avoir un taux de conversion de l'ordre de 2 à 3%. Ok, donc tu vas faire 6 à 7 ventes par mois sur ce mot-clé-là. La bougie que tu vas vendre, tu vas la vendre combien? Tu peux en fait, tu vois, tu peux vraiment remonter la rivière comme un saumon, comme tu disais tout à l'heure, ça m'avait fait rire. Tu peux vraiment savoir en détail combien est-ce que potentiellement tu peux générer. C'est mathématique en fait, c'est ça, tu as une formule, un process quasiment mathématique. On revient à quelque chose d'extrêmement simple, en ne prenant aucun risque. On vient calculer comme un mathématicien le potentiel, et dans les faits, quelques mois après, parce que là on a 6 mois de recul depuis qu'on a lancé, et ben on voit qu'en fait ce qu'on avait prédit, ça fonctionne. Que ce soit pour nos boutiques, aujourd'hui là je me faisais la réflexion, on a combien de boutiques? On en a 8 actuellement qui tournent. Certaines avec des résultats exceptionnels, d'autres qui sont encore en lancement ou d'autres qui sont complètement en perdition. Je préfère être honnête là-dessus pour d'autres raisons, mais il y a en tout cas dans la recherche qu'on fait en amont un résultat qui est visible quelques mois après, une fois qu'on a fait tout ce qu'on avait prédit. Okay. Donc c'est beaucoup moins risqué en tout cas par rapport à une stratégie Facebook Ads. Je mettrai le lien de toute façon d'E-Com Success et de la chaîne YouTube également. Et puis donc, cet accompagnement est finançable via le CPF. Ça, c'est intéressant également pour les gens qui veulent se lancer, qui n'ont pas forcément, qui veulent peut-être pas risquer une grosse somme en disant tiens, je vais prendre la formation de la personne dont on parlait tout à l'heure sans forcément avoir une promesse de résultat. Là, ici, on l'a de manière concrète. Alors justement, on va venir à cette question que tu m'as posée la dernière fois que je suis venu ici, puisque j'ai fait une vidéo pour ta propre chaîne. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne de Xavier Lou, où on parlait produits, puisque bien sûr nous la spécialité chez Incubox c'est de parler produits, évidemment c'est notre cœur de métier, mais quel est ton point de vue sur cette année quand même un petit peu compliquée, même si je l'entends bien, tu disais tout à l'heure, il y a des résultats qui sont quelque part mathématiques, mais quel est ton point de vue sur cette année qui est un petit peu difficile? On parle d'inflation. En venant tout à l'heure là, en voiture, je m'arrête à un feu rouge, simplement pour quand même illustrer un peu ce problème d'inflation qui fait que le pouvoir d'achat est totalement freiné quand même, notamment sur le marché français. Je m'arrête à un feu rouge à côté d'une station-service et je vois le super 2,23 €. Et le gasoil était à 2,18 €, je sais pas quoi. Je me dis quand même, quand on voit ça, aujourd'hui, ça fait quand même peur et on comprend bien que les ventes, je dirais, se cassent un petit peu la figure quand même sur pas mal de boutiques. Comment tu vis ça et quelque part, quel est ton point de vue et qu'est-ce qu'on peut attendre de cette année 2022 au niveau e-commerce? C'est une bonne question. C'est vrai que tout s'est énormément accéléré là depuis le début de l'année. Pour moi, c'est depuis l'invasion de l'Ukraine. Ouais. Après, cumulé au fait que cet été, on batte encore des nouveaux records de chaleur. Ouais. Qui dit sécheresse, dit augmentation de... Ouais, il fait très lourd. Qui dit sécheresse, dit augmentation du prix des tomates, par exemple. Qui dit guerre en Ukraine, dit... plus de blé pour nourrir les poulets, donc 50% du prix de la viande va augmenter. Qui dit mauvaise nouvelle à BFM. En fait, je suis en train un petit peu de répéter ce que tu m'as répondu. Mais c'est vrai, c'est la réalité. C'est la réalité. Après, là, l'avantage qu'on a quelque part, c'est qu'on est en juin. On sait un peu mieux où on va. Alors oui, c'est pas forcément rose, mais on sait où on va. Ça nous permet de corriger le tir si jamais on tombe un peu dénu par rapport au marché français. Il faut savoir qu'il n'y a pas que le marché français, c'est l'avantage. On le sait, tu le sais certainement encore mieux que moi. Certains marchés sont épargnés pour l'instant, même si on va avoir des difficultés arriver, notamment sur le marché américain qui tourne très bien pour le moment. Mais l'inflation commence un peu à... J'ai vu que le prix de l'essence aussi, les Américains qui sont habitués à payer l'essence beaucoup moins cher que nous, ça commence à piquer là, quand même. Hein. J'étais au Canada il y a 3 semaines et mon frère qui est canadien du coup
me disait l'essence vient de passer l'équivalent en dollars de 1 euro le litre. Je l'ai regardé, je lui ai dit mais t'es sérieux ou quoi? Ça fait des années que c'est à 1,50 € et là on a passé les 2 euros. Ouais, c'est clair. Et il était choqué. Donc oui, forcément ça va arriver. Après dans les faits, pourquoi je dis que c'est la meilleure période? Parce que, en tout cas, moi, via ma stratégie en SEO, il faut quelques mois pour se référencer sur Google. Ben, dans 3 mois, ça va être Q4 et je pense qu'on va battre des records. Parce que le Covid a fait en sorte que beaucoup de gens qui n'étaient pas enclins à acheter sur Internet l'ont fait. Alors dépend ou non, mais en tout cas ils l'ont fait. Ensuite, ils sont allés dans les magasins quand il n'y a plus eu le Covid parce qu'ils ont eu besoin d'aller consommer dans les supermarchés ou bien ailleurs. Et là, dans les faits, ils vont se retrouver à nouveau dans une situation plus normale, mais en ayant la connaissance qu'ils peuvent acheter sur Internet. Et je pense, je suis plutôt de nature optimiste, que cette année ça va fonctionner plutôt bien. Et sur le marché français, c'est sûr que ça va être de plus en plus compliqué. Mais l'avantage, c'est que en faisant du e-commerce, vous pouvez toucher absolument n'importe quel marché. Il y a des marchés de niche, je pense aux pays nordiques. Ouais. Ils sont très porteurs en ce moment. Ils ont un pouvoir d'achat qui est décuplé par rapport à nous. Le coût de la vie coûte extrêmement cher pour avoir été beaucoup dans les pays du Nord. Tu vas en Norvège, une pinte de bière en terrasse, c'est 15 €. Tu vas au supermarché acheter une pizza que nous on paierait 5 €, eux c'est 10 €. Bah, du coup, quand ils achètent un produit en ligne, bah, tu peux facilement mettre le prix 50% plus cher par rapport à ce que tu ferais en France. Sauf que le coût de ton produit, bah, c'est la même chose que si tu le vendais en France ou en Italie. Donc, et le coût d'acquisition n'est pas plus élevé, même parfois il est moins élevé, donc, selon les pays. Ouais. Après, je pense qu'il faut être malin et s'adapter à la situation. Je te disais que j'ai une boutique qui est en déclin. Je ne vais pas la fermer parce qu'elle me sert dans ma formation, mais elle fait quasiment aucune vente. Hier, j'ai eu une commande à 125 € sortie de nulle part. Qui fait plaisir. Oui, c'est ça me rappelle en fait que voilà, le SEO c'est quand même cool. Mais j'ai dû répercuter tous mes prix. J'ai dû répercuter le prix des frais de livraison qui a triplé littéralement sur ma thématique parce que c'est des produits assez volumineux. Donc là où avant je vendais un produit avec 15 € de frais de livraison, ce qui était quand même déjà assez cher, bah aujourd'hui c'est 45 ou 50 € juste pour livrer un colis. Donc bah ça a été répercuté dans mes prix et aujourd'hui c'est plus possible. Donc là la stratégie qu'on a, c'est qu'on va se concentrer sur des produits qui sont plus petits, à plus forte valeur ajoutée. Et des produits comme ça, il en existe plein. Et on en parlait tout à l'heure. Toi et moi, on sait, mais il y a des produits qui ne seront jamais démodés. Il y a des thématiques, tu sais que... totalement intemporelles, hors saisonnalité. Exactement. Et c'est vrai que je le dis toujours, et je l'avais dit dans ta dernière vidéo, c'est vrai qu'il faut vraiment, en ce moment, s'axer sur des produits qui sont tout petits, le plus petit possible, le plus léger possible, pour justement pallier à ces augmentations de coûts de transport qui sont du simple au double et plus. Et forcément, vous allez le ressentir dans le triple même. Et vous allez ressentir beaucoup moins sur un petit objet que sur un objet plus massif, plus lourd, plus volumineux. Et je fais une aparté peut-être, mais c'est là où peut-être je vais parler d'Incubox. Ça va être l'occasion, je pense, bientôt pour nous de travailler ensemble, parce que juste avant le podcast, je te montrais un petit peu l'avancée d'une boutique qu'on est en train de développer chez Ecom Success. Le fait d'avoir des petits produits, c'est plus simple à stocker. C'est plus simple de faire un branding personnalisé parce qu'on va créer des petites pochettes. En tout cas, j'aimerais pouvoir travailler avec toi là-dessus. Le fait d'avoir une personnalisation d'un produit, des frais d'expédition amoindris, une qualité augmentée et un délai d'expédition réduit également. J'y vois que des bonus là-dedans, que des points positifs. Et ça rejoint la réponse à la question que tu me posais, comment est-ce que j'interprète le marché, comment est-ce qu'on va faire en 2022 ? Il suffit juste de s'adapter, de se professionnaliser, de rien laisser au hasard. Et puis, je veux dire, le e-commerce, ça existe seulement depuis quelques décennies, mais le commerce, ça existe depuis quelques millénaires. C'est ça. Ça ne s'arrêtera jamais. Mais c'est ça qui m'agace parfois quand j'entends les gens critiquer le dropshipping. Le dropshipping n'est qu'une méthode de commerce. Même pas de e-commerce, de commerce tout court. Et ce n'est que le début. Le e-commerce est un commerce digital. On traverse une période un petit peu, c'est vrai, un petit peu instable avec le Covid, où il y a eu finalement un bond du e-commerce. Le Covid nous a été profitable au début, l'année passée un petit peu moins, et là maintenant la guerre en Ukraine, c'est vrai qu'il vient succéder à cette période un petit peu compliquée. Donc c'est pas très très bon tout ça, mais on va dire si on prend l'image de l'avion, on est simplement
dans un moment où on subit des turbulences, mais l'avion ne va pas se cracher pour autant. L'avion ne va pas se cracher pour autant. Ouais. Il y a encore quelques heures de vol à faire largement avant d'atteindre l'aéroport. Et honnêtement, les chiffres ne peuvent faire que monter si vous faites ça intelligemment et si, comme tu le dis, Xavier Lou, si vous vous adaptez et si vous contournez le problème. Dans chaque crise, il y a toujours des gens qui arrivent à en tirer profit. Ce sont en général des gens qui sont malins. C'est pas forcément des gens qui sont stupides, voilà, ou opportunistes, mais c'est simplement essayer de prendre du recul, penser en dehors de la boîte, comme on dit, think outside the box, et vous allez trouver des solutions. Alors maintenant, si on parle un petit peu, on met le e-commerce de côté, on va parler un petit peu des autres sources d'investissement que tu as potentiellement et qui peuvent peut-être intéresser aussi les gens qui nous écoutent et nous regardent. Alors, source d'investissement, la première chose, c'est l'immobilier. Ouais. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que j'ai pas de conseils spécifiques à donner, mais en tout cas, je viens d'une famille d'entrepreneurs qui ont fait de l'immobilier depuis plusieurs générations. Ça a plutôt bien fonctionné. Alors c'était un cadre propice aussi, je pense. Ouais. C'était une époque propice, pardon. La génération des boomers, ils ont eu les 30 glorieuses. Aujourd'hui, ils ont des retraites à 2800 balles et ils ont eu la possibilité d'emprunter facilement et d'acheter des biens qui à l'époque valaient 3 clopinettes. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais j'ai acheté ma maison, donc déjà j'ai arrêté de payer un loyer dans le vent et j'ai acheté un autre appartement à Montpellier qui est en location et qui me rapporte rien, c'est une opération blanche, mais ce que je rembourse de l'emprunt que j'ai fait me crée en fait un capital. Et si demain je devais vendre l'appartement, je ferais de la plus-value sur ce que j'ai investi. Ensuite, en autre source d'investissement, je vais pas parler crypto parce que tu maîtrises pas, enfin t'es pas un spécialiste finalement les cryptos. Je crois pas trop en la crypto. Alors je sais que je vais aller à l'encontre de beaucoup de nos auditeurs, mais je suis pas un grand convaincu de la crypto. Alors j'ai quand même mis quelques milliers d'euros dedans, mais moins de 10 000. Et si ça fructifie, tant mieux. Si je rate le train en marche, tant pis. Mais je préfère rester sur quelque chose dans lequel je crois. Je crois en l'immobilier. Après, je crois en la bourse. Quand j'étais chez Airbnb, j'étais payé en actions sur une partie de mon salaire. Ouais. J'ai gardé certaines de ces actions. Et quand Airbnb a finalement intégré la bourse, est devenu une entreprise publique, monétisable sur la bourse, j'étais le plus heureux des hommes parce que toutes mes actions qui jusqu'ici n'étaient qu'un bout de papier, j'ai pu les trader. Et j'en ai gardé quand même beaucoup et je suis content de voir les résultats. Alors là, c'est un peu en baisse parce que il y a eu une grosse baisse boursière et en crypto aussi. Mais dans les faits, je pense que c'est quand même un moyen à long terme on est assez d'accord là-dessus. De générer de l'argent. Mes autres sources d'investissement, j'ai très peu de meubles, j'ai très peu de possessions. Je pense que c'est issu de mes voyages et le fait d'avoir quasiment rien eu à part un sac à dos ou un vélo pendant des années. Si demain je devais déménager, en soi, je prends ma copine, mon chien et je peux partir avec un sac à dos et ça m'ira très bien. D'ailleurs, quand il s'agit de partir, on était en train de discuter aussi la dernière fois qu'on s'est vu de projet d'expatriation. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur ce projet finalement? Pas de commentaires pour l'instant. Pas de commentaires pour l'instant. Bon, mais il y aura certainement un gros projet très bientôt. Ouais. D'accord, ok. Je pense que tu en reparleras de toute façon. Oui, bien sûr. Il y aura une annonce sur la chaîne au moment opportun. Mais c'est pas encore décidé à 100%. Alors juste on va peut-être conclure cette vidéo simplement sur les conseils que tu peux donner à un entrepreneur qui nous regarde. Alors quelqu'un qui soit jeune, c'est vrai que la plupart des gens qui se tournent vers le e-commerce sont plutôt des gens qui ont une vingtaine d'années de moyenne d'âge. Quel conseil tu as à donner finalement? Le conseil c'est toujours le même. Là encore j'en tire cet enseignement de mes voyages. C'est le plus difficile, c'est pas d'aller jusqu'en Australie à vélo. Le plus difficile c'est de sortir de sa maison avec son vélo et de faire les premiers coups de pédale. Une fois que tu es sur le chemin, tu es obligé en fait. Alors, tu peux très bien faire machine arrière et puis rentrer chez toi, mais dans les faits, tu sais que voilà, tu as tout mis en place pour pouvoir y aller et ça se fait tout seul. Donc je discute avec beaucoup de gens, on a mis en place un service d'appel stratégique offert, donc n'importe qui peut réserver un appel chez nous, ça sera avec moi ou bien avec l'un de mes associés et on discute en fait du projet parce que nous, tout notre business il tourne autour du projet des gens plutôt que de leur faire miroiter des sommes astronomiques alors que dans les faits ça marche pas comme ça. Mais faites-le, arrêtez de vous dire ouais j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça mais pour l'instant j'ai pas le temps. Passer à l'action quoi. Il faut d'abord que je quitte le salariat. Non, fais-le simultanément. Et fais-le tant que tu as 20 ans justement.
plus t'attends, plus c'est difficile, plus t'as des responsabilités, plus tu t'empâtes, plus tu t'embourgeoises, plus t'as envie d'autre chose, plus t'as des besoins coûteux. Fais-le aussi rapidement que t'en as l'idée. Et même si c'est pas parfait, c'est ça aussi qui... Surtout si c'est pas parfait. Ben voilà, c'est-à-dire que même moi, je suis d'un naturel à la base plutôt perfectionniste, et ça m'a souvent joué des tours, parce que oui, mais ça, si j'ai pas ceci, si j'ai pas cela, par exemple même faire une chaîne YouTube, bon, ça n'a rien à voir avec le fait que cette chaîne YouTube, finalement, n'avait encore jamais vu le jour jusqu'à aujourd'hui, c'est pas une histoire de matériel, c'est plutôt une histoire de temps, etc. Mais j'étais jusqu'à il y a encore finalement peu de temps, je me trouvais des limites en fait, en me disant, non, j'ai pas ceci, je peux pas faire cela, etc. Et c'est vrai qu'on a vite fait se trouver des excuses finalement, parce qu'on veut que les choses soient parfaites, ce qui fait qu'on n'avance pas. Il vaut mieux quelque chose qui soit un peu bâclé, pas forcément le bon mot, mais qui soit pas parfait. Mais au moins t'avances, tu mets un pion devant l'autre, case par case, et au moins on avance, on passe à l'action. Tout à fait. Et un autre conseil, organisez-vous. Je suis quelqu'un d'assez méticuleux dans ce que j'organise jusqu'ici. Alors c'est peut-être pas, il y a des gens qui sont plus bordéliques que moi, et peut-être que je suis plus bordélique que d'autres. Mais moi je fonctionne de la façon suivante. J'ai 2 listes. Une liste de projets à court terme que je dois gérer, par exemple la to-do list de la semaine ou de la journée, ou même de l'après-midi. Et j'ai une liste plutôt avec des projets à long terme. J'aimerais bien développer de nouveaux services pour e-com success. J'aimerais bien atteindre tel objectif. Ok. Et ces 2 listes, j'essaie d'organiser mon agenda dans la semaine en fonction de ces 2 listes. Mais je me laisse aussi toujours du temps vide parce que j'ai jamais été aussi productif que quand je suis ultra excité et motivé à l'idée d'un truc qui vient de me tomber dessus. Par exemple, Romain, on serait là en train de faire un barbecue et tu me parlerais d'un nouveau projet d'investissement ou bien de e-commerce qui d'un coup me ferait plus dormir la nuit. Je me dirais ok, je vais utiliser ce temps libre pour me concentrer à fond sur ce projet-là parce que je ne serai jamais aussi productif qu'au moment où j'arrive pas à dormir à cause de ce projet. Donc organisez-vous, faites-vous ces listes, je pense. En tout cas, moi ça fonctionne plutôt bien. Et puis essayez d'être à fond au moment où vous êtes excité à l'idée de vous lancer dans un projet entrepreneurial. Faites-le tout de suite, attendez pas, parce que sinon au bout d'un moment le soufflet il retombe et puis vous le ferez jamais. Ok, je pense que c'est un très bon conseil. Est-ce que tu as des gens aussi ou des livres ou des chaînes YouTube que tu conseilles de suivre ou des bouquins, des films? Tu vois, il y a toujours, pour chercher un peu cette source de motivation, si peut-être pour passer à l'action, pour être inspiré. Tu as des choses en tête ou pas? Honnêtement, non. Non. Je pense que je vais aller à l'encontre de toutes les personnes que tu as interviewées jusqu'ici. Je vais te donner aucun conseil là-dessus. Ouais. Chacun a toujours l'habitude de me dire oui, il faut lire absolument ce livre, pour voir ce film, etc. Non. Parlez avec les gens autour de vous. Regardez qu'est-ce qui les excite dans le sens professionnel du terme. Ouais. Qu'est-ce qui les motive à se lever le matin aussitôt pour aller bosser. Et essayez de vous dire, vous, qu'est-ce qui vous motive. Ça peut être l'argent, ça peut être la célébrité, ça peut être... C'est chercher son pourquoi, comme d'habitude. Ouais, c'est ça. Toujours la base. Et il faut savoir que je suis quasiment aucun youtubeur. On en avait déjà parlé, ça, effectivement. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois, tout le monde me dit ah, tu connais un tel. Non. Ah, mais tu devrais trop. Ouais, sûrement, mais non, ça m'intéresse pas. Et je préfère me concentrer sur mes passions et me dégager du temps libre pour regarder des documentaires sur le Moyen-Orient, qui est vraiment ma passion. Plutôt que de chercher à être constamment dans le pro. Et c'est d'ailleurs, ça peut également être un frein en fait au passage à l'action, de vouloir voir trop, parce qu'aujourd'hui on a quand même, c'est vrai, il suffit d'aller sur YouTube, si on parle simplement de e-commerce ou d'entrepreneuriat, il y a énormément de personnes qui vont en parler, qui font des vidéos, et la plupart du temps c'est intéressant, ce n'est pas que c'est pas intéressant, c'est très intéressant. Mais le problème c'est que ça peut également vous freiner, puisque vous allez entendre un discours A, un discours B, un discours C, chacun fait différemment, vous ne savez plus en fait comment vous situer, et vous vous arrêtez là, vous vous dites... Chacun va tacler la stratégie de l'autre. Exactement, il y a beaucoup de clash aussi. Non mais et c'est vrai que ça peut être un frein également pour passer à l'action. Donc, moi je trouve ça intéressant, personnellement, par rapport à toi, moi je passe aussi, tu sais, on a déjà parlé de ça, mais je passe aussi pas mal de temps à voir un petit peu ce que dit un tel, etc. Mais il faut que ça reste, faut pas que ça prenne tout votre emploi du temps, et comme tu dis, il faut faire des listes, il faut savoir placer ses priorités. Il vaut mieux parfois être plus modeste dans les tâches que vous voulez vous programmer, par exemple pour la journée, pour la semaine, mais les respecter. C'est-à-dire que vous les mettez sur le papier, vous les mettez sur un miroir, dans la salle de bain, un petit peu partout dans la maison, et vous les respectez. Et moi je pense que c'est intéressant effectivement, comme tu dis, d'être organisé, sinon on fait un peu de tout et on fait rien. Si à la fin de ma journée, quand je regarde ma liste, il n'y a rien qui a bougé,
Là, je suis en sueur. Là, Ouais. je suis en stress. Ça m'arrive de temps en temps, rarement, mais je me force à avancer en fait vers l'objectif que je me suis fixé. Et Rome, c'est pas construit en un jour. De toute façon, vous n'arriverez jamais à faire une première boutique ou un premier projet de façon parfaite. Ça n'existe pas. Personne n'a jamais réussi à faire un truc parfait dès le premier essai. Donc, au plus tôt vous commencerez, au mieux c'est. Comme ça, vous pourrez vous perfectionner, vous rendre compte de vos erreurs, faire les premières erreurs. Et puis, progressivement, vous y arriverez. Ok, c'est le mot de la fin. On s'arrête là, Xavier Loup. C'était super intéressant en tout cas. Et puis, nous, on va se revoir de toute façon régulièrement. Ouais. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Passez un bon week-end, puisqu'on est vendredi, le jour où Passez on à enregistre ça. Et surtout, passer à l'action, voilà, c'est ça. C'est un mantra à se répéter, passer à l'action. Sur ce, on vous laisse, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain podcast. Merci Salut Romain. Xavier Loup. Ciao. À très bientôt. Bye. Bye tout le monde. Ciao.